Bien. Bonsoir les amis. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité, merci de votre amour. Bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Zinkonga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs, vos chaînes de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, nous allons donc continuer nos séries de formations ce soir sur le même programme, pas complet d'un appartement R+10. Dans la partie infrastructure, nous allons donc étudier ensemble avec vous les radiers générales. Nous allons donc voir quels sont les éléments nécessaires à respecter afin de calculer ou dimensionner directement un radier général, mais cette fois-ci à la main. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler encore une fois de plus, la formation que nous sommes en train de faire, toutes les vidéos que je suis en train de poster sur mes deux chaînes YouTube, ce sont des formations ou des vidéos très importantes qui va vraiment vous aider de vous améliorer. Alors, ces séries de formations, je le fais encore une fois de plus pour aider notre communauté. C'est comme on dit, celui qui a la volonté de partager, ok, bénéficie également de plusieurs bénédictions. Alors, je suis en train de dédier cette formation à mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire. Et donc, j'aimerais vous demander également de prendre note. Prenez note, mes très chers amis, puisque c'est une formation que nous sommes en train de faire à la main. C'est-à-dire, c'est les cours de calcul de structure à la main. Vous serez donc à mesure de bien maîtriser comment débiter un projet. Bien évidemment, vous le savez très bien que le projet que nous sommes en train d'étudier, donc c'est un bâtiment R+10. C'est un bâtiment un peu complexe. Et donc déjà, si vous avez pris note du débit jusqu'à ce stade, eh ben donc vous serez calé, vous allez maîtriser plusieurs éléments dans les calculs des structures. Alors ce soir, nous allons donc débuter un nouveau chapitre. Ça sera donc le chapitre 3. Déjà, il y a quelques vidéos que j'ai postées sur ma chaîne jusque-là. Je crois 10 vidéos. Allez-y, jetez un coup d'œil sur mes deux chaînes YouTube. Comme ça, vous allez vous en procurer directement de toutes les vidéos que j'ai eu à poster. Ensemble avec vous, nous avons travaillé sur le premier chapitre. C'était justement sur la dalle. Ensuite, le deuxième chapitre sur étude des poutres longitudinales. Maintenant, nous allons voir le chapitre 3. Ça sera donc sur le portique. Alors, les amis, je pense que tout est dit, c'est tellement clair. Alors, je pense que si vous avez compris ce que je dis, on peut aller à ce qui est essentiel. Bien. Les amis, nous allons donc continuer. Encore une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube et grandissons ensemble. Alors déjà les amis, je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons donc voir le chapitre 3 sur le portique. À l'entrée des jets, avant que nous puissions voir d'abord la définition du portique, j'aimerais déjà ensemble avec vous que nous puissions comprendre la réalité de ce qu'on appelle un portique. Alors déjà, je vais vous montrer rapidement la vie en plan. Vous voyez, par exemple, là, je suis devant la vie en plan de notre projet. Alors, déjà, au chapitre 2, ensemble avec vous, nous avons donc vu comment étudier le poutre longitudinal. Donc, au total, on avait étudié 8 poutres. OK, donc on avait la poutre PL1, poutre PL2, poutre PL3, PL4, PL5, PL6, PL7 ainsi que PL8. Donc, on avait étudié au total 8 poutres principales ou 8 poutres longitudinales. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, par exemple, faire la différence entre le portique et les poutres principales,
il faut comprendre que les portiques, en réalité, c'est justement ce qu'on appelle les poutres transversales. OK, donc c'est fonction justement de la forme du bâtiment. Par exemple, ici, vous allez remarquer que notre bâtiment a la forme d'un rectangulaire. OK, a la forme d'un rectangle. C'est pour dire que la grande portée ici, ça fait 22 mètres. La petite portée, ça fait 18 mètres. Alors, même si je vais disposer, par exemple, ou disponibiliser, placer soit mes colonnes, alors je suis obligé de tenir compte de la disposition constructive pour que l'inertie du bâtiment soit renforcée. C'est-à-dire quoi? Étant donné que au chapitre 2, j'ai déjà calculé donc le poutre principal ou les poutres longitudinales, c'est-à-dire que les portiques maintenant sera fonction justement des poutres transversales. Dans le portique que moi je suis obligé d'étudier ici, ça sera donc dans ce sens. OK? Dans la petite portée. C'est-à-dire, je suis obligé maintenant d'étudier au même moment les poutres transversales, mais aussi les poteaux ou les colonnes. Ça sera dans les poutres, y compris les colonnes. Puisqu'en faisant bien sûr une coupe transversale, vous allez remarquer qu'en réalité, le portique sera vraiment bien présenté avec le poutre, y compris le poteau ou les colonnes. OK? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. La différence c'est que les portiques, je les calcule dans la petite portée, tout simplement pour tenir compte des poutres transversales. Alors, maintenant, pour essayer un peu de bien comprendre ça, nous allons donc lire rapidement la définition. Qu'est-ce qu'on appelle un portique? Les amis, c'est qu'il faut comprendre, un portique, déjà, est une structure située dans un même plan vertical. C'est comme je viens de dire tout à l'heure. Un portique, c'est une structure située dans un même plan, mais vertical. Regardez ici. Dans la vie en plan que je viens vous montrer tout à l'heure, vous allez voir que ça, c'est le plan horizontal. OK, c'est là où nous avons donc dimensionné ou calculé les poutres longitudinales. Mais dans l'autre sens ici, vous allez voir que ce sont des poutres transversales. Donc, c'est suivant la verticalité. OK? Donc, c'est vraiment clair. Et donc, je réponds, un portique est une structure située dans un même plan vertical et constituée d'éléments appelés barres, c'est-à-dire des éléments tels que 2, des dimensions restent petites par rapport à la longueur. C'est tout à fait clair. Alors, à part ça également, il faut comprendre que ces barres sont appelées des traverses ou poutres lorsqu'elles sont horizontales, montants ou poteaux lorsqu'ils sont verticales et diagonales lorsqu'ils sont inclinés. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut comprendre que les traverses qu'on peut utiliser ici, ça peut être soit des barres, appelées communément, comme je viens de dire, des traverses, ou des poutres. Mais lorsqu'elles sont horizontales, c'est là où on peut appeler ça poutre. Montant ou poteau lorsqu'elles sont verticales et diagonales lorsqu'elles sont inclinées. Alors, voyons rapidement maintenant le but. Le but du portique, c'est quoi? Il faut comprendre que le calcul du portique transversal, bien sûr, a pour but la détermination des éléments de réduction de toutes les barres dans le sens transversal, comme je l'avais dit au début, tout en assurant l'équilibre de nœuds et par conséquent l'équilibre de la structure entière, pour en déduire ensuite le ferraillage réel. Donc c'est ça le but du portique. Donc le but du portique, c'est tout simplement pour faire donc les calculs du portique transversal. Son but est que de déterminer, ou c'est pour la détermination des éléments de réduction de toutes les barres dans le sens transversal, tout en assurant l'équilibre de nœuds et par conséquent l'équilibre de la structure entière, pour en déduire en fait ensuite le ferraillage réel. Nous allons voir maintenant le choix de la méthode ici. OK, puisque vous le savez très bien, le portique pour les calculer, ce n'est pas compliqué, c'est très très simple. Mais seulement s'il faut calculer les portiques à la main, vous êtes obligé de tenir compte de plusieurs paramètres. Il faut calculer, il faut évoluer. Vous allez calculer nœud par nœud jusqu'à tel point que vous aurez maintenant toutes les valeurs et après vous allez évoluer.
Maintenant, regardez la méthode que nous avons choisie afin d'aller rapidement ici. Nous allons lire. Le présent chapitre sera précieux en raison du choix important de la méthode qu'il expose. Compte tenu justement de l'évolution de la technologie, ainsi le choix est porté sur les logiciels de calcul des structures nommés Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel, connus sous le nom des robots. Et donc, pour essayer un peu d'aller rapidement, pour essayer un peu d'avoir aussi la précision, et donc nous avons opté d'utiliser les logiciels Robot Structural Analysis Professionnel. OK? Vous savez très bien comment modéliser un portique sur robot. Donc, puisque pour ceux qui sont abonnés sur mes deux chaînes YouTube, on a fait plusieurs cas pareils. OK? Ce qu'il faut seulement retenir est que même si vous utilisez soit le bar, que ce soit les UPE 100 ou bien les UPE 120, que ce soit même les profilés en I, ce qu'il faut faire au moins pour avoir des bonnes valeurs, vous serez obligé de supprimer au moins les poids propres justement de l'élément. OK? Alors, si par contre c'est un point qui vous dérange et que vous n'avez pas maîtrisé ça, alors écrivez-moi inbox ou carrément sollicitez une formation, achetez le pack complet. Comme ça, je pourrai travailler ensemble avec vous et vous allez très bien maîtriser comment modéliser et calculer un portique du début jusqu'à la fin sur Robot Structural Analysis. Mais il est à noter que nous allons utiliser donc le logiciel Robot Structural Analysis. Je vais prendre seulement les résultats. Je vais mettre ici pour qu'on essaie un peu d'évoluer rapidement. Alors, cependant, il est à noter également que l'existence de moyens, OK, aussi puissants ne rend pas inutile toutes les méthodes de calcul consacrées au portique. En effet, d'une part, de nombreux cas pratiques ne présentent pas la simplicité ou les symétries nécessaires pour figurer justement dans un formulaire, ni une complexité suffisante pour justifier l'intervention d'une machine électronique. Rapide, certes, mais lourde à mettre en marche. Donc c'est clair. Alors, on va continuer. En effet, ce qu'il faut également retenir est que les machines électroniques dépourvues d'intelligence ne rendent à l'utilisateur que ce qu'il leur a apporté. Il est donc nécessaire de leur fournir un programme précis dont l'élaboration demande en général des connaissances bien approfondies que celles qui exigent un simple calcul des portiques. OK? Alors, nous allons voir maintenant l'exposé de la méthode. À ce qui concerne l'exposé de la méthode, les amis, il est à noter que le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel, nommé Robot, est un logiciel, OK, ou est un progiciel KO et DAO. Vous savez très bien quand on dit KO, ça signifie quoi? Et quand on dit DAO, ça signifie quoi? Destiné justement à modéliser, analyser et dimensionner les différents types de structures. OK? Voilà, des structures. Mais aussi les calculer, vérifier les résultats obtenus, dimensionner les éléments spécifiques de la structure. La dernière étape, OK? Il est à noter également que la dernière étape, gérée justement par robot, est donc la création de la documentation pour la structure calculée et dimensionnée. Et donc, c'est très, très important de maîtriser le logiciel Robot Structural Analysis, puisque si par contre vous avez déjà des notions là-dessus, vous avez bien maîtrisé ce logiciel, les amis, je peux vous confirmer que vous ne serez jamais déçus à ce qui concerne le calcul des structures aussi à la main. Mais l'idéal serait d'abord de maîtriser les calculs des structures à la main, et après, maintenant, vous allez également faire des formations sur des logiciels comme Robot Structural Analysis. Alors, voyons maintenant les caractéristiques principales du logiciel robot. Alors, concernant maintenant les caractéristiques principales du logiciel robot, sont les suivants. La première des choses, il est à noter que, par exemple, la définition de la structure réalisée en mode entièrement graphique, à cet effet, vous pouvez aussi ouvrir un fichier en format DWX, DXF. Ce sont des fichiers, généralement des fichiers de AutoCAD
et importer directement la géométrie dans un type de logiciel KO ou DAO. C'est-à-dire quoi? J'ai la possibilité de travailler sur un projet. Je peux commencer la modélisation ou bien le traçage, soit sur AutoCAD par exemple. Supposons que je vais dimensionner une structure un peu complexe, déjà comme un pont. Je peux prendre un exemple, un pont en caisson par exemple. Je peux déjà donc avoir les éléments de la section en caisson, bien sûr. Donc je trace déjà complètement la figure sur AutoCAD, ou disons comment sur AutoCAD, oui, je trace correctement. Et dès que je finis, maintenant, je prends ça, je l'importe rapidement sur Robot Structural Analysis pour achever la modélisation et puis faire directement le dimensionnement. Le deuxième point, vous avez la possibilité de calculer, dimensionner une structure et en étudier simultanément une autre. OK? C'est-à-dire quoi? Je peux dimensionner une structure, je peux également l'étudier d'une manière un peu simultanée, OK? Après une autre structure. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer justement ce qu'on appelle l'analyse statique et dynamique de la structure. Il y a également les possibilités d'affecter des types de barres lors de la définition du modèle de la structure et non pas seulement dans le module métier. Donc, je peux jongler avec les modules de dimensionnement. Il y a la possibilité de composer librement les impressions, les notes de calcul, capture d'écran, composition de l'impression, copie des objets vers les autres logiciels. Alors, notez bien. Maintenant, nous allons voir un point par rapport au notez bien ici. On nous dit que le système robot regroupe plusieurs parties ou modules spécialisés. Alors, dans chacune des étapes de l'étude de la structure, vous avez ce qu'on appelle d'abord la création du modèle de la structure, calcul de la structure et dimensionnement. Le module fonctionne dans le même environnement. Donc, c'est vraiment simple. Donc, voici en fait, les amis, ce que je m'aimerais d'abord vous montrer à ce qui concerne, OK, donc quelques informations très importantes à maîtriser tout au début. Alors, étant donné que vous avez compris que nous allons utiliser le logiciel Robot Structural Analysis afin de calculer rapidement ces portiques, raison d'aller un peu rapidement, puisque s'il faut calculer ça à la main, les amis, ça va nous prendre beaucoup de temps. Or, moi, je refuse que la formation soit très longue et aussi je refuse que la vidéo soit très longue pour essayer un peu de voir tout ce que j'avais prévu. Alors, maintenant, nous allons voir rapidement les prédimensionnements de barres du portique. C'est-à-dire, quand je dis prédimensionnement du bar ou des barres du portique, comprenez que le bar, c'est au pluriel, donc nous allons voir le prédimensionnement des poteaux ainsi que le prédimensionnement des poutres du portique. Alors, le prédimensionnement. La première des choses, je vais commencer d'abord avec le point 3, 4, 1, c'est-à-dire pour les poteaux. Comment prédimensionner les poteaux du portique? La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par le lancement. Le lancement abrégé par la lettre lambda. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lancement lambda d'une pièce comprimée, des sections constantes et les rapports de sa longueur de flambement, LF, au rayon de giration, I min, de la section de béton, celle calculée dans le plan de flambement. C'est très simple. C'est pour dire quoi? Si je vais par exemple calculer ou trouver rapidement les lancements lambda, pour les cas des poteaux, pour les dimensionnements, alors je suis obligé tout simplement de respecter les rapports qui existent justement entre, OK? Donc, et la section constante, OK? À ce qui concerne la longueur des flambements, le LF, et le rayon de giration I min. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vais maintenant exprimer ça par une formule. C'est-à-dire quoi? J'aurai lambda ici sera égal justement à LF, qui est donc, comme vous le savez, donc ça sera, qui est dans les rayons de giration, non, mais qui est plutôt la longueur des flambements. LF représente la longueur des flambements sur le I min qui est dans les rayons de giration. Alors, si je prends maintenant le lambda, la longueur des flambements ici, LF, égale à 0,7,
Les 0,7 n'est rien d'autre que les coefficients. Ce n'est que les coefficients. Puisque vous le savez très bien, les coefficients, à ce qui concerne le flambement, varient. Ça dépend justement je peux dire comment, du fonctionnement des poteaux. Si par contre les poteaux est encastré dans les deux côtés, et bien donc, vous aurez également les coefficients appropriés. Mais si c'est encastré d'un seul côté et puis libre de l'autre côté, ou carrément articulé de l'autre côté, vous avez également donc les coefficients à utiliser. Pour notre cas ici, les coefficients, ça sera dans le 0,7 que je vais maintenant multiplier par la hauteur L0. Alors, la hauteur L0 ici sera égale à 3 pour notre cas. OK? Puisque je vous avais dit que dans le projet que nous sommes en train d'étudier ici, la hauteur sous plancher ne varie pas. Hauteur sous plancher du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau, ça fait tout simplement 3 mètres. Donc, cela arrive à dire quoi? Si je vais calculer maintenant la longueur des flambements ici, et donc j'aurai les coefficients 0,7 que je vais maintenant multiplier par les L0. Le L0 sera égal à 3, et bien ça me donne une valeur de 2,1 mètres. Cela arrive à dire quoi? Ça dit si je tire maintenant, je prends les rayons de giration, le I min ici, ça sera égal aux racines carrées de I min sur B. Alors I min sera égal à B multiplié par A cube sur 12. Le grand B, qui est justement la base, sera égal à B fois A. Alors ici maintenant, je prends lambda. Étant donné que j'ai pris lambda, c'est-à-dire que je vais directement maintenant remplacer par la formule. Alors la formule déjà est connue, donc j'aurai maintenant lambda sera égal à quoi? Lambda sera égal à 2,1 qui est 2,1 représente tout simplement le LF, la longueur des flambements, sur dans les rayons de giration. Les rayons de giration ici, vous le savez très bien, donc ça sera exactement donc le A racine carrée de 3 sur 6. OK? Alors, dès que je fais ça, maintenant ici, je calcule directement, comme vous le savez. Donc, si je multiplie le numérateur par le second renversé ici. Et donc, cela arrive à dire quoi? J'aurai le 2,1 que je vais multiplier par 6. OK, ça me donne une valeur de 12,6. C'est les 12,6 que vous voyez ici sur A racine carrée de 3. OK? Alors, dès que je fais ça, donc je calcule par rapport à la racine carrée, ça me donne une valeur de 7,27 sur A. Cela revient à dire quoi maintenant? Alors, en posant maintenant la condition de non-flambement, pour les poteaux, donc on aura tout simplement lambda doit être inférieur à 35, OK? Et donc, cela stipule que 7,27 calculé sera sur A, doit être inférieur à 35. Alors, moi, je tire directement A. Dès que je tire A, donc ça sera quoi maintenant? J'aurai donc le 7,27, OK, que je vais diviser maintenant par 35, OK? Eh bien, ça me donne une valeur de 0,21 mètres. Alors, là, maintenant, on adopte, donc A égale à 30 cm. OK? A égale à 30 cm. Alors, maintenant, étant donné que le B doit être toujours supérieur à A, OK? Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je peux prendre également le B égale à 45. Et donc, c'est pour dire que ma section ici, ma section des poteaux, ça sera donc de 30 fois 45. Donc, c'est comme ça que je vais prédimensionner correctement et donc le poteau. Alors, maintenant, je vais prédimensionner également donc le poutre. Par rapport à la poutre, c'est très simple. La formule, c'est la même formule. Ça sera donc le L sur 15 doit être inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à L sur 10. OK? Dès que je remplace déjà la grande portée ici pour notre cas, on avait donc trouvé 5 mètres, donc ça sera 50 cm que je vais diviser maintenant par 15. Eh bien, je trouve la valeur de 33,33. De l'autre côté, j'aurai donc 50 que je vais diviser. OK? 50 que je vais diviser maintenant par 10. Eh bien, je vais trouver la valeur de 50. Alors là, maintenant, je peux adopter tout simplement le H égale à 40 cm. OK? Puisqu'on nous dit que les H doivent être comprises entre les 33,33 et 50. Donc, moi, je prends 40 cm. Alors, calculons maintenant la longueur ou la largeur. La largeur peut être déduite directement de sa hauteur. Et donc, si je prends le H sur 5, hauteur déjà, c'est 40. Donc, j'aurai 40 que je vais diviser par 5. Je trouve la valeur de 8. De l'autre côté, j'aurai maintenant 40 que je vais diviser cette fois-ci. Ça sera divisé maintenant par combien? Par 2. Eh bien, je trouve la valeur de 20. OK? De 20. Donc,
C'est-à-dire, ma base sera comprise entre le 8 et 20. Alors, pour notre cas ici, nous adoptons tout simplement la base des poutres à 15 cm pour des raisons de contrainte architecturale. Donc, B0 égale à 15 cm. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Justement, puisque je refuse d'avoir les battés. Puisque vous le savez très bien, si par contre que la poutre dépasse l'épaisseur de bloc, pendant l'exécution, donc je serai obligé au moins d'avoir les battés. OK? Alors moi, je me dis, bon, je n'en ai pas besoin, je veux vraiment que ça soit un peu, ça soit donc uniforme. Raison pour laquelle j'ai pris la base égale à 15, d'autant plus que le bloc que moi je vais utiliser également, ça sera exactement le bloc des 15. Et donc voilà les amis, déjà à ce stade, ce que je voulais vous montrer concernant ces chapitres. OK? Alors prochainement, nous allons maintenant voir ensemble avec vous comment vous serez donc à mesure de faire maintenant l'évaluation des charges verticales. OK? Donc, merci de votre disponibilité, les amis. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Likez nos contenus ainsi que partagez. Passez une excellente soirée. Au revoir.